on est devenu beaucoup plus sensible parce que ça a un impact direct. Et en plus, on se le fait péter dans les oreilles à chaque jour. Et je reviens à l'intelligence artificielle parce que pour moi, ça, c'est un des plus graves dangers de l'intelligence artificielle. C'est que plus qu'on passe de temps sur les médias sociaux, plus évidemment, l'algorithme fait en sorte que je vois toujours le même genre de nouvelles, je me fais renforcer le même genre de nouvelles et je commence à perdre ma perspective. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'avoir avec moi ici chez PMML au centre-ville nul autre que Roger Plamondon, la légende de l'immobilier. Bonjour Roger. Bonjour, la légende. C'est un super honneur de t'avoir. C'est un plaisir d'être ici. Tu sais, j'ai regardé, avant de faire notre entrevue, j'ai regardé différentes coupures de journaux, des articles qui datent de toutes sortes d'époques. Je suis vieux, hein? T'as de l'expérience. Je suis vieux, hein? T'as beaucoup d'expérience. Au fait, t'as 50 ans d'expérience en immobilier. C'est quand même capital de regarder tout ce nombre d'années-là de compilés. Puis moi, je sais parce que j'ai passé à travers les journaux, etc., j'ai passé à travers les articles. Peux-tu nous faire comme un petit sum-up de comment que ta carrière s'est déroulée? Tu es parti à l'université, j'ai vu que tu as fait de l'immobilier, puis là, tranquillement, pas vite, tu as fini ta carrière un peu chez Brocolini, mais là, encore actif chez SHDM aujourd'hui. Conseil, ouais. Ah, écoute, merci de souligner que j'ai 50 ans de carrière. Ça vient effectivement faire en sorte que je vieillis. Mais écoute, j'ai été chanceux. J'ai eu l'occasion de voir un paquet de choses, de toucher à différentes choses. J'ai commencé ma carrière sur le côté de taxation foncière au Canadien national. J'ai terminé ma carrière, comme tu l'as mentionné, à titre de président du groupe immobilier chez Brocolini. Entre tout ça, j'ai fait des stages chez Home Depot, chez Renault Depot, chez Costco. J'ai eu ma propre firme de courtage immobilier ici au Québec. J'ai enseigné. J'ai eu l'occasion de participer à toutes sortes toutes sortes d'organisations au niveau social parce que j'ai toujours cru j'ai grandi dans le sud-ouest de Montréal. Et à l'époque, quand j'ai grandi, le taux de décrochage était à 42%. Ça fait que tu avais de fortes chances de décrocher. Et j'ai été un de ceux qui a été chanceux qui n'a pas décroché. Et je me suis toujours dit que cette chance-là, on me l'a donnée, mais je devais retourner à l'intérieur. Donc, je me suis impliqué dans un paquet d'organisations au niveau du Sud-Ouest, surtout en grande partie dans le Sud-Ouest parce que c'était ma cour. Donc, Club Richelieu, les loisirs Saint-Zotique, je suis devenu président du CA du CLSC Saint-Henri. Donc, toucher différentes choses. Et à chaque fois, tu apprends quelque chose. Tu retires quelque chose qui, j'aime croire, me permet à la prochaine étape de ta vie, à ta prochaine étape de ta carrière, de pouvoir mieux réussir. Et comme je te dis, j'ai été fortuné et j'ai été surtout chanceux de rencontrer d'incroyables personnes dans le parcours. Des personnes avec qui je suis demeuré ami, des personnes avec qui, comme adversaire, de face à l'autre, brutal. Honnêtement, sans pitié, mais c'était ça qui était le fun. Mais avec un grand respect. Quand tu sortais de la table, il y avait ce respect-là. Et pour moi, ça a toujours été mon fil conducteur. Respect les gens, sois fidèle à ta parole. Si tu donnes ta parole, tu as fait une erreur, assume ton erreur. It's just too bad. Apprends, essaie de ne pas le faire une deuxième fois. Mais sois fidèle à toi-même, sois fidèle à tes valeurs. Puis le reste va tout s'enchaîner. Puis alentour de tout ça, ben, j'ai été chanceux parce que j'ai eu une vie familiale qui a été très stable. Mon épouse, ma fille, mon épouse qui est mon partenaire, avec qui je l'ai toujours dit, je le répète, puis je le répéterai jusqu'à temps que j'ai un dernier souffle. J'aurais jamais été capable de faire 1/10 de ma carrière sans que mon épouse soit à côté de moi. C'est elle qui a supporté pendant que j'allais à l'école finir mes cours. Elle s'est occupée des premières années de notre fille parce que justement, je travaillais, j'étais à l'école. Elle a toujours été là dans les hauts et les bas et Dieu sait que je l'ai amenée dans des hauts et des bas. Je lui avais dit à mes tout débuts avec elle, I'm going to bring you on a roller coaster ride. Je vais t'amener sur les montagnes russes. Mais j'ai dit, je te promets que la pente, elle va être positive. Mais il y a des journées où on va être high, puis il y a des journées où je vais rentrer, on va être low. Puis je me souviens des fois d'arriver à la maison et de dire, bon, ben, j'ai démissionné. Puis là, mon épouse, oui, mais tu sais qu'on a une hypothèque, tu sais qu'on a, ouais, c'est pas grave, tu vas faire quoi? I don't know. Elle m'a retombé sur mes pieds. Et elle a toujours été là pour me supporter. Ça fait que j'ai été chanceux. Je me considère
chanceux encore en date d'aujourd'hui. Et cette relation-là qui est plus solide que jamais, plus forte que jamais, on te suit un peu dans les réseaux sociaux. Là, dans les dernières années et demie, vous avez voyagé pas mal. Pas mal, oui, pas mal. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience-là supplémentaire dans ta vie, au bout d'une carrière? Mais je vais te reculer d'un. Oui. Vraiment, ce qui a vraiment cimenté, si tu veux, le tout, ça a été la COVID. Aussi niaiseux que ça puisse paraître, j'avais jamais passé autant de temps continu avec mon épouse que pendant la COVID. OK. Parce que là, tout d'un coup, j'étais à la maison, je travaillais de la maison. Le soir, on mangeait ensemble. Sortir le soir, tu étais pénalisé parce qu'après 8 heures, il fallait que tu reviennes à la maison parce qu'on avait, fallait le curfew, il fallait que tu reviennes à la maison. Et donc, j'ai passé énormément de temps avec mon épouse. Et c'est là que j'ai découvert que vraiment, c'était ma vraie partenaire. On était capable de conjuguer, vivre ensemble, passer à travers un paquet de choses. On s'est fait des date nights pendant la COVID. On a eu vraiment du fun dans une période de temps qui était tout de même angoissante, stressante, mais c'est venu vraiment cimenter ce couple-là. Donc, les voyages, après ça, ça a été de dire, bien là, on va aller visiter des endroits qu'on a toujours voulu visiter. Puis, je refuse d'appeler ça un bucket list parce que le bucket list, le terme anglais, pour moi, c'est tellement terminal. Tu sais, c'est quelque chose qui, à la fin, c'est pas ça. Ça fait que, on lui a donné le nom de mini pale list. Fait qu'au lieu de l'appeler un bucket, on l'appelle un pale list. Okay. Et donc, c'est ça. Ça fait qu'on était voir les Galapagos, on était en Égypte, on a fait l'Antarctique, j'ai été au Vietnam, Cambodge. Essayer de faire des endroits qui sortent de l'ordinaire. Parce que je suis curieux, moi. J'aime ça. Et il y a une chose qui est sacro-sainte dans tous les voyages, c'est quand on est dans une ville, il faut qu'on sorte le soir dans des secteurs, parce que pour moi, une ville, sa vie et la nature de la ville, c'est la nuit. Tu vois une ville la nuit, pas le jour. Le jour, elle a un rythme, si tu veux, mais le soir, là, tu vois la ville dans sa vraie couleur. Ça fait qu'on s'est promené un peu partout le soir, encore Vietnam, Cambodge, Tokyo. La ville, elle a une dynamique le soir qui est le fun. Le buzz d'une ville le soir, c'est ça qui est le fun. Puis bon, je peux jamais me cacher de côté immobilier. Évidemment, je regarde toujours les bâtiments, j'envoie des photos à des gens. Tu sais, cette bâtisse-là, c'est cool, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu regardes des secteurs, tu jases aux gens. Alors, ça m'a donné l'occasion de toucher à des choses dans des environnements différents. De voir comment, ultimement, on a toujours les mêmes points en commun, mais on les approche des fois de façon différente. Donc, c'est ça. Puis, former une espèce de tout, c'est ton high school sweetheart? High school sweetheart était au bal des finissants ensemble. Oui, quand même. Oui, effectivement. Et je me souviens de la première fois que je l'avais vu, mon épouse, c'est drôle que tu parles, je parlais de ça hier avec elle. Puis la première fois que je l'avais vue au secondaire, puis elle savait même pas que j'existais. Puis ça a pris 1 an avant que j'ai réussi finalement à me faufiler pour dire « Hi, I'm here ». Et puis après ça, on est ensemble depuis ce temps-là. Ça fait que, wow, incroyable. Ouais. Fait que ta femme très présente à travers ta vie, tu la redécouvres, puis au courant de ton parcours professionnel, y a-tu des gens qui ont sorti du lot, qui t'ont vraiment marqué, des mentors solides pour toi? Comme leader, pour moi, le mentor numéro 1 dans ma carrière, je l'ai toujours dit, c'était Louise Wendling chez Costco. Louise Wendling chez Costco, qui était la présidente de Costco, ça a été l'employé numéro 3 de Club Price. Quand Club Price s'est formé au Canada, c'était employé numéro 3. Là. On regarde des chandails ici, 1, 2, 3. Là. Oui. Ben, c'était le numéro 3 de chez Costco. Une dame incroyable. Une dame avec un sens d'affaires incroyable. Excuse la vulgarité du terme, mais en anglais, on appelle ça ballbuster. Mais dire une affaire, quand elle n'était pas contente, tu le savais qu'elle n'était pas contente. Mais c'est une personne qui, avec tout ça, avec toute la pression d'une chaîne qui s'appelait Club Price, devenu Price Costco, devenu Costco, la fusion et tout ça, n'a jamais perdu le côté humain de la chose. Et je vais toujours me souvenir, quand mon père est juste avant que mon père décède, mon père est tombé malade. Puis, je me souviens, j'ai passé 12 dernières journées de sa vie avec lui à l'hôpital. Puis, Louise m'avait dit, prends le temps que tu as besoin, passe le temps avec ton père. Tu ne pourras pas répéter ça. Travaille, fais-toi-en pas. On va trouver quelqu'un, on va le faire. Puis là, je disais, non, mais j'ai tel dossier, oublie tout ça. Ce qui est important,
prends le temps avec ton père. Quand tu auras fini, tu reviendras, puis on arrangera les affaires. Elle avait ce côté-là, cette facilité-là d'être humaine, mais en même temps d'être de business, avec un sens d'affaires qui était incroyable. Fait que je m'étais toujours dit, si je pouvais être 1/10 du leader que Louise a été, je me sentirais comme travail accompli. T'sais, alors, j'ose croire que j'ai fait le 10e, mais ça a été pour moi une personne incroyable. Donc, au niveau leader travail, Louise Wendling. Au niveau complice de travail, je te dirais Denis Paquin chez Fasken. Denis Paquin chez Fasken, qui est maintenant retraité, j'ai travaillé avec Denis au tout début de ma carrière chez Steinberg. Après le Canadien national, j'avais été chez Steinberg et Denis était avocat chez Steinberg. Puis on a eu à travailler des dossiers ensemble. Ensuite, à la vente de Steinberg, on a évidemment cheminé de façon différente. Denis était allé au bureau qui est devenu par la suite partie de Fasken, Hudon, Gendron, Harris et Thomas. Et moi, j'étais parti chez Renault Dépôt. Et on a suivi notre carrière continuellement. Donc, j'utilisais les services de Denis chez Renault, j'ai utilisé les services de Denis chez Costco, quand on a fait Bixi, Fasken. Mais la raison pour laquelle c'était simple, Denis, c'était une extension de moi-même. Je le savais comment que Denis pensait, Denis savait comment que moi je pensais, et on faisait un tandem qui était incroyable. Puis, il avait une expertise incroyable et une personnalité qui agissait comme bon complément à la mienne. Et donc, et on a passé toutes sortes d'étapes de carrière ensemble jusqu'à sa toute fin. Puis, quand j'ai pris ma retraite chez Fasken, il a fait le témoignage sur film, il est venu à la soirée, on a appris à connaître nos familles, son épouse Danielle, ses enfants, avec Rita, mon épouse, mes enfants. Denis a fait et fait toujours partie de ma famille. Alors ça, c'était un grand. Puis comme employé devenu associé, partenaire, pas au sens commercial de la chose, mais comme au sens de la vie, Jean-François Grenier, chez Altus, qui est chez Altus aujourd'hui. JF a travaillé, il faisait partie de mon équipe en immobilier chez Steinberg. Il était à l'époque directeur du service de recherche. Donc, il travaillait pour moi. J'ai jamais aimé ce terme-là. Il travaillait avec moi. Et j'ai vu JF grandir d'employé à partir de sa business, Tech Recherche, à devenir, être acheté par Altus, faire partie d'Altus, mais plus important, est la référence en recherche commerciale. Dans toutes les revues, tu vois Jean-François Grenier qui est là. Et JF, qui est maintenant marié avec Marie-André Boutin, qui était chez Aldo, qui a travaillé avec moi chez Steinberg. Nous étions les trois chez Steinberg. On est demeurés de très bons amis. Je parle à JF de façon régulière. Une des caractéristiques que j'aimerais, c'est sa fidélité. Je suis très fidèle à mes amis. Quand mes amis, c'est des vrais amis, là, parce que tu as beaucoup de connaissances, mais tu as très peu d'amis. Mais mes vrais amis, je suis fidèle, mais JF, ça en est un. Donc, mon trio, là, Louise, Denis, JF, c'était vraiment 3 personnes. Là, dans le milieu travail, bureau, là, c'est vraiment ces 3 personnes-là. Avec la partenaire ultime qui est Rita, j'étais très bien entouré. J'étais très bien entouré. J'avais toujours quelqu'un avec qui je pouvais échanger, parler, et ainsi de suite. J'ai envie de te poser la question sur comment tu vois le retail. On est dans un moment où est-ce que le commerce de détail est en train de reprendre un certain poil la bête. Comment tu lis le marché actuellement? Tu as fait beaucoup de big box, de warehousing. Oui. Comment tu vois ça? Ben le retail, c'est toujours, le commerce de détail, ça a toujours été la même chose. Si tu es statique, tu es dépassé. Le marché change continuellement, il faut que tu t'ajustes. Donc, il est évident que tous les achats sur Internet, les achats en ligne ont venu changer une façon de faire de l'immobilier. Mais c'est l'expérience, c'est toujours l'expérience. Il était un temps, c'était beaucoup plus l'expérience, les clients avec ton associé. Là, maintenant, ça fait partie de tout le shopping experience quand tu rentres dans l'environnement. Qu'est-ce qu'est l'environnement? Comment que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a toujours un avenir pour le commerce de détail brick et mortier? Oui, il va toujours y avoir un avenir, mais il ne faut pas minimiser évidemment le canal de vente qui est le canal en ligne. Le grand défi, c'est que tu as beaucoup de manufacturiers qui bypassent maintenant ce circuit-là et qui vendent directement aux consommateurs. Et ça vient bouleverser un peu le marché.
J'ai eu le plaisir d'être le président du conseil d'administration du Conseil québécois du commerce de détail. J'ai siégé comme administrateur au Retail Council of Canada. Et donc, j'ai pu voir les bons détaillants. Et finalement, quand tu prends le commerce de détail puis que tu le brises à ses plus simples facteurs, produit, qualité, prix, service. Service peut être pas de service, mais c'est un service lui-même parce que c'est de la façon que tu merchandises et ainsi de suite. Mais quand tu mets ces composantes-là ensemble, tu vas toujours réussir. Donc, le commerce de détail qui a tout de même subi un choc avec la COVID, parce que, bon, évidemment, on ne pouvait plus y aller, il y avait tout ça, reprend un poil de sa bête parce qu'on le regarde, on voit de l'expérience. L'environnement est différent. Tu combines maintenant les deux canaux de distribution, canal en ligne, canal physique. Les bons retailers comprennent ça, travaillent très bien ces deux canaux-là. Mais le grand défi, c'est toujours de trouver des produits. Pour moi, le retail, son grand défi, c'est l'incertitude du milieu mondial présentement, avec tarifs et tout ce qui se passe. Ça vient bouleverser la chaîne. Mais il va toujours y avoir un avenir, puis il va toujours y avoir un avenir prometteur. Puis le côté food va toujours être là, parce que c'est une partie intégrante de l'environnement retail. Puis la partie food, on le voit, il y a un regain des magasins alimentaires. Et eux aussi se sont réinventés. T'sais, alors donc, tu combines tout ça. Moi, j'ai toujours été confiant que le retail was here to stay, il va toujours être ici. Puis que les bons retailers se réinventent. Les mauvais retailers, ce sont ceux qui n'ont pas réussi à se réinventer. Alors, tu as vu des magasins, des department stores, des magasins à rayons qui n'ont pas réussi à se réinventer. Ils ont resté trop longtemps sur leur même formule, puis là, ils sont devenus passés. Puis le marché de retail, c'est un marché qui est brutal. Il ne pardonne pas. Si tu manques ton coup, yesterday's news. Ça fait qu'il faut vraiment que tu te réinventes continuellement. Industriel, tu as travaillé chez Brocolini, tu as fait du big box. Là, la mode en ce moment, c'est la logistique puis the last mile. Qu'est-ce que tu penses des autres segments de produits qui ont été laissés pour compte? Est-ce que tu penses qu'il y a toujours un avenir dans le big box ou on doit tourner vers le small bay pour rester sur la map, si on peut dire, pendant les prochaines années? Bien, je pense qu'on a vu pendant, quoi, je te dirais, 5 ans, là, je te dirais à peu près plus ou moins, un marché industriel fou. Autant qu'on avait eu 20 ans de stabilité de prix, que les loyers ne changeaient jamais, surtout à Montréal, là, le loyer ne changeait jamais. Tout d'un coup, c'est parti de 5-7 $ le pied carré, c'était rendu à 16-17 $ le pied carré en très peu de temps. Tu vas construire sur spec, ça se loue et ainsi de suite. Donc, comme n'importe quelle autre chose, c'est un balancier. Donc, le balancier a soigné d'un bord, ça a été bien le fun. Là, le balancier revient. Le danger, c'est que tu ne sois pas être pogné, que tu te retrouves avec le balancier de l'autre bord complètement, puis là, c'est vraiment pas le fun. Donc là, présentement, je pense qu'encore là, on a un marché qui se cherche un peu. Est-ce qu'il va toujours avoir de la place pour des big box? Ben, je crois que les big box se sont établis dans des bons marchés. Il y a encore des marchés, il y a encore des endroits, mais ça va être vraiment site-specific, beaucoup plus. Donc, à ta question de smaller bay, oui, probablement, tu vas avoir le smaller bay parce que la grosse partie de cette logistique-là, elle est là. Mais encore là, tu sais, je dis ça, puis regarde ce qui est arrivé à Intelcom qui vient de louer un immense espace, tu sais, Amazon qui était ici, qui a décidé de partir du Québec, mais qui est à Ottawa, qui continue à construire, qui regarde les maritimes. Donc, il y a encore de la place. La beauté de l'immobilier, là, je disais tantôt à ton groupe, tu n'étais pas ici, mais on jasait avec le groupe, et je disais, la beauté de l'immobilier, c'est que tu penses que tu fais la même chose 2 fois, puis c'est jamais le cas. C'est jamais la même chose 2 fois. Le contexte change continuellement. Fait que, encore là. Donc, puis je veux pas parler comme si je réponds pas à la question, mais je pense qu'il y a de la place encore pour les deux. Mais c'est juste d'être logique, puis ultimement, la première leçon que j'avais appris en immobilier demeure la leçon qui est toujours la même. Location, location, location. Si tu as le bon site, le produit va venir à ton site. Parce que ton site va être bon pour un produit donné. Fait que si tu es capable de marier ton site avec la connaissance du marché puis y amener ton produit, tu vas toujours réussir. Mais last mile, c'est sûr, parce que bon, il y a des coûts dans la distribution, mais encore là, tout est in flux. C'est difficile aujourd'hui parce que on a un gros joueur qui est imprévisible présentement. On ne sait plus où ce qui s'en va. Fait que c'est difficile de faire des forecasts, de dire je vais faire telle chose. Tu ne le sais pas.
Et ça, ça va demander et forcer les organisations à être très nimble, très vite, puis être capable de s'ajuster rapidement. Puis, évidemment, il ne faut pas oublier l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle va venir faire en sorte que les espaces qu'on regardait échelonnés en espace vont devenir beaucoup plus verticales, demandent moins d'espace physique parce que la machine s'en occupe. Il y a tout un côté logistique qui est là. Les corps de travail ne seront plus les mêmes parce que justement la machine, en tout cas, j'ai pas vu le syndicat de machine encore. Là. Je présume qu'un jour, on va en avoir un, là, mais il n'y a pas de syndicat de machine encore. Donc, alors, tu regardes tout ça, ça fait que ça change la façon de faire. Donc, encore, il faut être à l'avant-garde de regarder tout ça. 2 points importants dans ce qui était dit, en tout cas, qui détonnent pour moi. Est-ce que tu sens aujourd'hui qu'en 2026, 2025 ou dans le segment où est-ce qu'on est de marché, qu'on est beaucoup plus sensible au changement politique mondial qu'on l'était auparavant, ou c'est juste une impression qu'on a à cause du battage médiatique qui est autour de tout ça? Je pense que la réponse est un peu des deux. On est devenu plus sensible à cause du battage médiatique, mais on est vraiment plus sensible parce que ça a un impact. Ça a un impact majeur et, tu sais, j'ai le plaisir de siéger sur le conseil d'administration de Canac aussi. Donc, tu regardes le côté de retail, tu vois le retail. Donc, j'ai pas perdu en tout cas, j'ose croire, j'ai pas perdu totalement le pouls de qu'est-ce qui se passe. Puis, tu peux voir l'impact parce que ça impacte des décisions à quel moment tu achètes. Parce que là, tu dis, ben, tu sais, quand on a eu le spectre de tarifs, là, tout d'un coup, on a eu un overstock d'entreposage de matériaux et tout ça, parce que les gens voulaient essayer d'éviter d'être pognés avec ça. Donc, ça a fait un changement dans ta façon de consommer. Ton lead time avec tes produits qui sont produits à l'étranger, par rapport à quel coût avec, si tu restes dans le marché local, ça vient influencer tes emplacements physiques, toute ta chaîne. Ça fait que on est devenu beaucoup plus sensible parce que ça a un impact direct. Et en plus, on se le fait péter dans les oreilles à chaque jour. Et je reviens à l'intelligence artificielle parce que pour moi, ça, c'est un des plus graves dangers de l'intelligence artificielle. C'est que plus qu'on passe de temps sur les médias sociaux, plus évidemment, l'algorithme fait en sorte que je vois toujours le même genre de nouvelles, je me fais renforcer le même genre de nouvelles et je commence à perdre ma perspective. Je me considère tellement choyé d'avoir grandi dans une période de temps où j'avais encore la liberté d'avoir des journaux, des livres et tout ça, puis que je n'avais pas cet outil fantastique qui est l'intelligence artificielle pour me raccourcir tout ça, qui m'obligeait donc à aller consulter ces sources-là pour former ma propre opinion. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de dire Hey Siri, Hey Alexa, ou ChatGPT, tu peux-tu me sortir telle chose, puis c'est fait, puis j'ai plus besoin de le faire. Alors, pour moi, ça, c'est le plus gros défi de cet outil-là. Et donc, le fait que tu renforces toujours le même message t'amène à regarder la vue avec un tunnel vision. Et la vie n'est pas un tunnel vision. La vie doit être le spectre le plus grand parce que c'est comme ça que tu réussis à regarder, à voir alentour de toi. On est dans un marché très changeant. Hein, on est toujours un peu dans l'inconfort. On n'arrive pas à trouver un confort parce que tout est toujours changeant. Tu as vécu l'innovation, je pense notamment à ton temps chez, je pense que tu es toujours là, chez Bixi. Non, je ne suis pas là. Non, mon LinkedIn montre que je suis toujours chez Bixi, ouais. Qui montre toujours que je suis sur Bixi. Et Bixi m'a même demandé un jour, ça ne te tenterait pas de le changer. Ils ont parfaitement raison en passant. J'ai jamais changé. Ça te montre à l'âge que j'ai. LinkedIn, pour moi, qui est un outil fantastique, mais c'est un outil que j'ai jamais vraiment exploré le potentiel de LinkedIn. Ça fait que j'ai jamais ressenti le besoin de faire une mise à jour de mon profil de Bixi. Mais oui, j'étais chez Bixi et j'étais fier d'être chez Bixi. J'étais un des 3 cofondateurs de Bixi. Bixi qui avait été nommé à son lancement en 2008, ou en 2008, je pense, la 19e meilleure invention de l'année, de cette année-là, et qui maintenant fait partie des 25 meilleures inventions du Time Magazine du siècle dernier. C'était chez Bixi. Alors, de la dernière décennie, je pense, ou des années 2000. Mais en tout cas, tout ça pour dire, je suis très fier de Bixi, parce que Bixi, ça a été une idée qui a permis à Montréal d'occuper plus de place sur l'échiquier mondial. Et moi, je suis très fier de ma ville. Et donc, à chaque fois qu'on a l'occasion de pouvoir valoriser Montréal, c'est une occasion que quelqu'un doit saisir. Et dans le cas de Bixi, on a été chanceux, il y avait ce vide-là dans le marché qu'on a pu identifier, qu'on a exploré.
et qui a permis justement à Montréal. Moi, je me promène à travers le monde, on parlait tantôt des voyages, puis je vois les dérivés de Bixi à travers le monde. Tu sais, ils sont là, on l'a vendu à New York, on l'a vendu à Boston, Chicago, Amsterdam, pas Amsterdam, mais Melbourne en Australie. Tu sais, Bixi est en Amérique du Sud maintenant. C'est beau de voir le système. C'est le fun de voir que le système montréalais. Et à la base, quand on a fait Bixi, le fil conducteur, c'est que il fallait que ce soit une technologie locale. J'ai refusé, parce qu'à l'époque, j'étais le président du conseil d'administration, j'ai refusé que on trouve la solution facile de le faire en Chine ou au Vietnam ou peu importe où. On était pour le faire ici au Québec. Fait qu'on a développé. La seule chose qu'on n'a pas pu faire ici au Québec, c'était une certaine soudure dans le corps d'un aluminium qui n'était faite qu'au Vietnam. C'était la seule chose. On a voulu l'envoyer là pour le faire au Vietnam. Mais à part de ça, on l'a fait faire au Québec. On a dérivé une société pour l'entretien, Cycloclone de mémoire, que ça s'appelait, pour l'entretien des vélos, qu'on a créé et encouragé pour permettre à des jeunes qui voulaient décrocher de l'école d'avoir quelque chose comme un genre de métier pour les responsabiliser, en espérant qu'on pouvait les garder dans le réseau pour qu'ils puissent continuer à apprendre. Parce qu'une des conditions pour pouvoir travailler là, c'est qu'il fallait que tu continues à aller à l'école. Et donc, c'était un outil de développement social qui était un à côté de Bixi. Fait que ça a été une période qui a été vraiment le fun, Bixi, de ce côté-là. Fort intéressant. Fait que là, tu innoves, tu mets en place quelque chose, mais tu as quand même de la part du public, puis j'imagine la municipalité ou... Ah oui, avec avec les défis que ça amène, là, parce que c'était pas juste des belles journées, là, il y en a eu des moins bonnes. Le défi de travailler dans cet environnement-là, c'est que tu es toujours en opposition des idées commerciales avec un environnement qui n'est pas nécessairement rattaché au commercial et qui donc ne le voit pas avec les mêmes yeux. Je vais te donner le meilleur exemple. Pour moi, il était tout à fait normal qu'on décide de vendre des naming rights sur les stations Bixi. On nomme la station Bixi au bord de la rue la station PMML. Hein? Pourquoi pas? On va te vendre, comment dit, achète la station, elle va être à toi. Donc, sur les cartes, elle va être appelée la station PMML. Extraordinaire. Ah non, on ne pouvait pas faire ça. Parce que là, c'était commercialiser le projet, puis ainsi de suite. Ça, c'était à l'époque. Donc, tu sais, on m'a demandé de la publicité sur le vélo, on m'a demandé n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, faut faire rentrer de l'argent. On a besoin d'argent, ça fait que j'ai des choses que je peux vendre. Mais il y avait un côté à ce moment-là qui disait non, on veut pas bâtardiser le design du vélo en y attachant des noms et ainsi de suite. Bon, il y a eu un mouvement par la suite, mais à ce moment-là, on ne pouvait pas le faire. Chez Stationnement Montréal, avec les bornes de stationnement, il était possible de penser à dire, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, mais les bornes imprimaient des billets, pour ton stationnement. Bon, au verso du billet, tu pouvais imprimer, si tu te mettais d'accord avec les commerçants dans le tronçon de rue où il était stationné, un rabais. Viens me magasiner à mon magasin, puis je vais te donner $1 de rabais, $2 de rabais, puis tu l'avais sur le derrière du coupon. Façon de faire bénéficier le commerçant, puis les gens, et ainsi de suite. Ben, c'était une idée commerciale, puis là, il y avait toutes sortes de raisons, on ne peut pas le faire, si, ça. Tu sais, alors, tu te butes souvent à dire on ne peut pas le faire parce que ça fait pas partie des us et coutumes du milieu gouvernemental, administratif, et ainsi de suite. Fait que ça, c'était un défi. Mais faut juste que tu continues à cogner, puis continues à bûcher, puis tu fais avancer les affaires. Donc, déjà là, tu avais une fibre sociale qui j'imagine que tu avais avant. Et aujourd'hui, tu as la chance de siéger à la SHDM. Oui. Comment tu as vu cette chance-là de transitionner vers le social aujourd'hui?